Salut à tous! Dans la vidéo Sécurité 12, on a vu le fonctionnement général du chiffrement end-to-end dans trois applications de messagerie, WhatsApp, Signal et Telegram. Et on a vu de manière un peu superficielle le fonctionnement de MT-Proto qui permet le chiffrement dans Telegram. Alors dans cette vidéo complément, on va se pencher un peu plus en détail sur ce protocole. C'est donc important que vous ayez vu la vidéo Sécurité 12 pour une vue d'ensemble. Et si vous êtes intéressé, il y a une autre vidéo complément, cette fois sur le protocole Signal, qui permet le chiffrement dans WhatsApp et Signal. Pour comprendre comment MT-Proto fonctionne, on va tenter de le reconstruire ensemble de la manière la plus naïve possible jusqu'à son fonctionnement normal. C'est parti. Alice et Bob veulent communiquer via Telegram. Comme vu dans la vidéo 2, ils peuvent utiliser la cryptographie symétrique en commençant par se rencontrer en secret pour s'échanger une clé secrète appelée Shared Key de 256 bits. Ensuite, pour chaque message, Alice encrypte le message avec un algorithme tel que AES en utilisant la clé Shared Key comme clé et l'envoie à Bob qui décrypte le message aussi avec AES en utilisant aussi Shared Key comme clé. Cette première solution naïve a beaucoup de problèmes, on s'attaque déjà au premier, qui est que la clé AES qui encrypte les messages reste toujours la même. Ça veut dire que si l'adversaire récupère la clé Shared Key, il peut décrypter tous les messages passés et les messages futurs. On va voir maintenant comment est-ce qu'on peut améliorer cette solution pour que la clé AES qui encrypte le message change à chaque message sans qu'Alice et Bob doivent se rencontrer en secret plus d'une fois. Une fois que Alice et Bob se sont rencontrés en secret pour s'échanger la shared key, Alice calcule un hashmag du message et de la shared key pour créer une message key. On a parlé du hashmag dans la vidéo 6. En gros, c'est une fonction de hachage. C'est-à-dire que peu importe la longueur du message, on peut calculer ce hash qui sert de message key sans qu'on puisse retrouver le message original. Cette message key avec la shared key est utilisée pour dériver une clé AES à l'aide d'une Key Derivation Function abréviée KDF. J'entre pas dans les détails, mais en gros, cette fonction utilise aussi des fonctions de hachage. Avec cette clé AES, Alice encrypte le message et envoie le message et la message key à Bob. Bob utilise la shared key et la message key pour appliquer la même KDF et retrouver la clé AES qui lui permet de décrypter le message. À ce stade, il est important que Bob recalcule la message key qu'il a reçue avec la shared key pour vérifier que c'est la même qu'Alice a envoyée et qu'aucun adversaire ne l'a modifiée en route. Avec ce mécanisme, on aimerait garantir que chaque message est encrypté avec une clé unique pour que si un adversaire récupère la clé AES d'un message, il ne peut décrypter que ce message. Mais que se passe-t-il si Alice envoie deux fois le même message ? Admettons que le serveur soit un adversaire et ait récupéré le premier message encrypté et la clé AES du premier message, qui lui permet de décrypter ce premier message. Lorsqu'Alice envoie le deuxième message identique, il pourra aussi le décrypter. Mais même s'il ne trouve pas la clé AES et ne décrypte rien, l'adversaire verra quand même que les deux messages encryptés sont identiques, ce qui lui donne quand même une information. Pour résoudre ce problème, Alice peut inclure dans chaque message avant de le chiffrer un nombre aléatoire de minimum 128 bits. De cette manière, on garantit que tous les messages sont uniques et que donc toutes les clés AES sont uniques également. En plus d'encrypter chaque message avec une clé AES unique, ce mécanisme permet d'empêcher un adversaire qui aurait récupéré la shared key de décrypter tous les messages qu'il aurait écoutés au préalable, puisque les clés AES sont dérivées avec des fonctions de hachage et que selon les fonctions de hachage, on ne peut pas retrouver le message original à partir du hash. Par contre, si l'adversaire récupère la clé shared key, il pourra décrypter tous les messages futurs en dérivant les clés AES. On reviendra plus tard sur ce problème. Pour l'instant, on s'attaque à un autre problème qui est que Alice et Bob doivent d'abord se rencontrer en secret pour s'échanger la clé shared key, ce qui est une énorme limitation. Pour résoudre ce problème, on va utiliser la cryptographie asymétrique dont on a parlé dans la vidéo 3. Et MT-Proto utilise l'échange Diffie-Hellman. Alice calcule une paire de clés publiques-privées Diffie-Hellman, petit ka pour la clé privée et grand Ka pour la clé publique. Elle envoie ensuite sa clé publique à Bob, qui lui, de son côté, peut également générer une paire de clés publiques-privées Diffie-Hellman, petit kb et grand Kb.
Bob utilise Diffie-Hellman avec sa clé privée et la clé publique d'Alice pour calculer un secret partagé qui sera la shared key. Vous pouvez regarder la vidéo 3 pour en savoir plus sur Diffie-Hellman. Il envoie ensuite sa clé publique à Alice. Grâce à Diffie-Hellman, Alice peut calculer le même secret partagé avec sa clé privée et la clé publique de Bob. À partir de maintenant, Alice et Bob connaissent tous deux la shared key et peuvent continuer le protocole comme on l'a vu avant. Grâce à Diffie-Hellman, Alice et Bob peuvent maintenant communiquer de manière sécurisée sans devoir se rencontrer en secret à l'avance. Mais on a toujours le problème que si un adversaire récupère la clé shared key, il peut dériver toutes les clés AES futures et décrypter tous les messages futurs. Pour résoudre ce problème, MTProto prévoit que périodiquement, on fasse un nouvel échange Diffie-Hellman qui réinitialise la clé shared key. Et ce nouvel échange, il se fait après 100 messages ou une semaine. Donc ça veut dire que si Alice et Bob s'écrivent 100 messages en 10 minutes, la clé shared key sera réinitialisée après 10 minutes. Alors que s'ils s'écrivent un message par jour, elle sera réinitialisée après 7 messages plus tard, donc une semaine plus tard. Vous avez peut-être remarqué que MTProto peut subir des attaques man in the middle, on en a parlé dans la vidéo 7, si le serveur de Telegram ne renvoie pas à Alice la clé publique de Bob quand elle lui demande, mais une autre clé publique sous le contrôle du serveur, c'est-à-dire qu'il possède la clé privée correspondante. Dans ce cas-là, toute la sécurité des communications s'effondre. J'ai parlé dans la vidéo 8 des techniques SAS qui permettent de résoudre ce problème. Telegram implémente le même genre de technique SAS, mais un peu différent. Alice et Bob veulent calculer un hash de la clé shared key et l'afficher sur leur téléphone sous la forme d'un QR code. Et ensuite, ils se rencontrent en secret pour comparer leur QR code et voir si c'est le même. Mais ils ne comparent pas leur clé publique, ils comparent leur clé shared key qui est réinitialisée périodiquement. Ça veut dire qu'en théorie, pour que la communication soit sécurisée, Alice et Bob devraient contrôler leur QR code après chaque réinitialisation de la clé shared key. Alors que dans Signal, on compare les clés publiques permanentes. Donc ça veut dire qu'à moins que Alice et Bob réinstallent l'application, Alice et Bob ont besoin de faire cette technique SAS et de comparer les QR codes une seule fois. Donc en ce sens-là, on peut dire que Signal et WhatsApp sont mieux que Telegram. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On a donc construit ensemble une version simplifiée du protocole MTProto qui permet l'encryption end-to-end des secret chats dans Telegram. J'espère que c'était clair et que ça vous a plu. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez regarder la vidéo complément sur le protocole Signal qui fait en gros la même chose, expliquer en plus en détail le fonctionnement d'un protocole end-to-end de chiffrement, mais cette fois pour les applications WhatsApp et Signal. À bientôt.